Señoras y señores, aquí su comandante de bordo. Dentro de algunos minutos vamos a aterrizar en el aeropuerto de La Paz, nuestro destino. Yo les recuerdo que La Paz es la ciudad más alta del mundo y que su aeropuerto se sitúa a 4.200 metros de altura. Algunos de ustedes podrán sufrir dificultades al desembarcar debido a la falta de oxígeno. Si usted siente el más mínimo signo de malestar, consulte al servicio médico del aeropuerto inmediatamente. En general, cierta fatiga y algunas dificultades para hacer esfuerzos es normal durante algunas horas. Estos efectos deberán disminuir al llegar al centro de la ciudad, 500 metros más abajo. Yo les deseo que llegarán a adaptarse y que tengan una excelente estadía en Bolivia. J'ai dû respirer de l'oxygène tout le trajet. Nous étions à La Paz, 1000 mètres plus bas. Quand nous sommes arrivés aux portes de l'aéroport, je me suis senti mal. Très mal. J'ai essayé de soulever mon sac, mais c'était impossible. Tout ça à cause du manque d'air. J'avais besoin d'air. La Paz, une mégapole mondialisée et ses gratte-ciels en très haute montagne. Une véritable curiosité urbaine. En aval du Rio Abajo, la survivance d'un monde rural parsemé d'haciendas. Don Jaime, avocat et historien paceñen, car c'est ainsi qu'on nomme ceux de La Paz, a passé sa vie sur les hauteurs de la mégapole, avant de s'établir 800 mètres en contrebas. Sa santé ne lui permettait plus d'affronter l'altitude. C'est le singulier destin d'une ville qu'il veut raconter. Ou comment une exception géographique finira par changer l'avenir politique d'une nation tout entière. Une personne qui prend soin de sa vie, de sa famille, ne viendra pas facilement vivre à La Paz. Parce que La Paz se situe à une altitude de 3800 mètres. Vivre dans cette zone implique un grand sacrifice pour l'être humain. La Paz est une ville extrême. Extrême en danger, extrême en changement, extrême en mouvements sociaux. Dans tous les domaines de la vie, La Paz est une ville extrême. Si on parle d'environnement, La Paz est un danger. La Paz rencontre des dangers imprévisibles. Du point de vue social, c'est identique. La Paz est une concentration pluriculturelle du pays. Ici, à La Paz, s'il y a une révolution, il y aura un changement de gouvernement. Il peut y avoir un grand mouvement politique à Tarija ou bien à Santa Cruz. Ça n'aura aucune incidence. Les révolutions et les changements de gouvernement se produisent à La Paz précisément pour ces raisons extrêmes. C'est avec le conquistador espagnol Mendoza que l'aventure de cette ville commence, il y a 5 siècles, et s'ouvre du même coup l'ère de la mondialisation. Les peuples autochtones, Aymara, Quechua, Inca, se soumettront à l'autorité européenne. 4 siècles plus tard, alors que le monde sort de la Seconde Guerre mondiale pour entrer dans les 30 Glorieuses, la Bolivie découvre sur son sol de gigantesques réserves de gaz naturel, de quoi exciter la convoitise des compagnies étrangères. L'expansion de La Paz sera fulgurante. Quand je suis arrivé ici, dans la ville de La Paz, ça fait déjà presque 30 ans, autour de 28 ans. Ce n'était pas une ville aussi brutale qu'elle l'est actuellement. Théoriquement, une ville comme La Paz, comportant autant d'édifices, a très peu de chances d'exister. L'espace est réduit, on a beaucoup bâti. C'est une topographie très particulière. Ça donne une esthétique unique à cette ville, parce que vous verrez que l'on construit aussi sur les versants et sur les tertres. C'est une nécessité, c'est une ville qui absorbe une importante immigration rurale et qui requiert des infrastructures. Une des raisons pour lesquelles les versants sont exploités, c'est que la ville de La Paz peut difficilement continuer à s'étendre. Il y a un demi-siècle, une mégapole voit le jour dans l'un des endroits les plus improbables de la planète. Comme toute mégapole, Londres, Paris ou New York, la ville a saturé son centre urbain. Elle donne naissance à sa première couronne de banlieue. À la différence près que le territoire d'expansion naturelle de La Paz n'est pas une plaine fluviale ou maritime, mais une marmite rocheuse aux parois quasi verticales.
Les gens habitent sur les versants pour la simple raison qu'ils n'ont pas d'autre option. Ils veulent habiter plus près de la ville, mais le sol est cher. Ils sont forcés de vivre sur les versants, car il s'agit de personnes pauvres et de classe moyenne, soumis au risque de glissement de terrain, et généralement ils n'achèvent pas la construction de leur maison. Les façades, comme vous pouvez voir, changent de couleur. Du cœur de la ville où les façades sont de plusieurs couleurs, généralement blanches, bien construites. Alors que sur les versants, elles changent de couleur et sont inachevées. Elles restent avec cette façade en briques non stuquées. C'est parce que justement, ils sont toujours soumis au risque. Sur ce terrain, il y avait des maisons, des gens qui y habitaient. Et à cause des glissements, toutes ces personnes ont dû partir. Ici, il y avait une grande maison. Là, une autre de 5 à 7 étages. Elles se sont toutes effondrées. L'eau s'est infiltrée dans les fondations. Tout a glissé. Beaucoup de familles ont perdu leur maison. Plus de 600 personnes sont restées dans la rue. J'ai dû abattre des murs pour retirer du poids, parce que je souhaite protéger la vie de tous les habitants, ainsi que la mienne. La mairie a fait quelques travaux de stabilisation, mais malheureusement ce n'est pas suffisant, étant donné qu'ils n'ont pas terminé. Qu'on ne se méprenne pas. La première banlieue de La Paz, les Laderas, littéralement les côtés, n'est pas un agglomérat de favelas à la brésilienne. Y vit la classe moyenne, des fonctionnaires, des employés de bureau et la classe populaire émergente. Malgré la précarité des conditions géologiques, c'est l'approche banlieue. Et ses loyers sont déjà chers. La banlieue verticale et ses 300 000 banlieusards payent le prix fort pour travailler dans les tours, 500 mètres en contrebas. Jusqu'au siècle dernier, en 1950, cette partie du Teplanedani, cette partie du Sopocachiba, tout ceci, c'était des cultures, des zones cultivées. Ça n'avait pratiquement pas changé depuis qu'Alonso de Mendoza était venu pour fonder la ville. Il y avait des parcelles de pommes de terre. Tous ces quartiers en marge sont partis de rien. Sans eau, sans électricité, sans service public. Mais avec leurs efforts, leurs propres apports, ils n'ont rien demandé à la mairie, car cela équivalait à perdre des siècles. Ils n'étaient pas nombreux, mais à partir de 1952, les quartiers ont commencé à grandir. Ils ont commencé à ressentir cette fratrie indienne, à sentir qu'il y avait une sécurité d'investissement, qu'il y avait une sécurité à vivre ici, qu'il y avait une possibilité de se projeter. Autre particularité majeure si l'on compare les Laderas de La Paz avec la proche banlieue de Paris, de Londres ou de New York, l'absence de transport de masse. Comment envisager un RER dans une pente qui peut atteindre les 75% par endroit? Les flux quotidiens se font à pied, à près de 4000 mètres d'altitude. Certains ont embrassé l'étrange profession de Sherpa urbain. Ils portent tout, et n'importe quoi, pour le compte de plus nantis qu'eux. Sans doute rêve-t-on d'un réseau futuriste de funiculaires, de l'urbanisme fiction en regard des coûts et des défis technologiques à relever. Merci, Anselmo. À défaut, on court dans les escaliers, comme cette jeune infirmière qui va prendre son service. Qu'est-ce qui a bien pu motiver une civilisation à prendre racine dans un endroit pareil? Les mêmes raisons qui poussent un groupe humain à établir un embryon de cité sur un coude de la Seine ou de la Tamise. L'eau. La cuvette de La Paz est en fait le lit d'un ancien lac, autour duquel les Amérindiens se sont installés il y a 10 000 ans. Le lac a disparu, mais les glaciers qui l'approvisionnaient suffisent encore à étancher la soif d'une ville de plus d'1 million d'habitants. Revers de la médaille, le fantôme du vieux lac fait payer le prix fort à ces Laderas, si par malheur il se met à pleuvoir un peu plus qu'il ne faut. Guillermo, l'oreille de La Paz comme on l'appelle,
est la vigie du centre d'alerte des catastrophes naturelles. La pluie ne lui laisse pas que de bons souvenirs. Ah, il est fonctionnaire municipal. Quand je sors, il surveille à la fenêtre. On le paye avec de petits os. C'est un fonctionnaire bon marché. Il n'y a pas la sécurité sociale. Comme La Paz est une grande cuvette, quand il y a une forte tempête, ça devient un toboggan. L'avenue se transforme en torrent de boue. Il n'y a pas longtemps, un petit kiosque de vente a été emporté par le courant. Ces gens sont morts noyés, sont réapparus dans le Rio Abajo, à 8 km du centre-ville. Tant de personnes ont été emportées par le courant. C'était horrible. Vraiment horrible. On habite dans un monde à l'envers. Dans le monde à l'envers, les jambes vers le haut, comme dirait Eduardo Galeano. Et les riches habitent plus bas, dans la partie toute chaude. Les pauvres sont dans la partie la plus froide et la plus haute. Les absurdités de la vie. Nous autres, nous pensons que l'augmentation permanente de la population est assez problématique. Nous en sommes actuellement à 1 million. Mais aucune politique urbaine n'est appliquée pour prendre soin et protéger les populations qui y vivent. Don Jaime dénonce sans détour l'incurie des gouvernements successifs depuis le boom économique des années 50. Tous ont renoncé à résoudre la trop difficile équation passénienne. Une contrainte géographique exceptionnelle alliée à une démographie explosive. La suite est édifiante. Au début des années 80, la Bolivie subit de plein fouet le second choc de l'énergie et la crise des matières premières, qui plonge la planète entière en récession. Les régions minières de Potosí, du pourtour du lac Titicaca, lesquelles emploient des centaines de milliers d'ouvriers, majoritairement des Indiens, sont dévastées par le chômage. En quelques mois, on assiste à la fin d'un monde. L'exode est massif. Au final, ils sont près d'1 million à se déraciner dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ils affluent où? À La Paz, dans la mégapole, déjà asphyxiée démographiquement. Les exilés colonisent le plateau désertique qui surplombe La Paz, à 4200 mètres d'altitude. Il faut dire qu'il y a de la place. On peut s'étendre jusqu'au contrefort de la Cordillère, dominé par le sommet de l'Illimani à 6500 mètres d'altitude. Il faut dire aussi que l'altitude ne leur fait pas peur. Ils sont le peuple de l'altitude. C'est toute l'indianité bolivienne qui s'établit au-dessus de La Paz. Pour la vaste majorité des Aymaras, pour le reste des Quechua, des Incas. La Bolivie indigène entre en quelques mois dans la mondialisation. Ils sont robustes, pragmatiques et mystiques. Ils tirent leur force de la Pachamama, la terre-mère. Ils sont résolus à s'adapter à leur nouvelle réalité. Ils construisent une ville entière à vitesse accélérée, un vrai western. En quelques années, ils bâtissent des écoles, des hôpitaux, organisent des échanges avec le centre urbain de La Paz, qui réembauche à la faveur de la reprise économique. De mineurs, agriculteurs, ils deviennent ouvriers, commerçants, accèdent aux emplois de bureau. Fortement déconsidérés par la population du centre urbain à majorité hispanique, ils fondent leur émergence sociale sur une organisation communautaire structurée, cimentée par la spiritualité. Leur ville s'appellera El Alto, la Haute.
Lorsque La Paz se réveille du choc, sa population a doublé. Ils étaient 1 million, les voilà désormais 2 millions. La mégapole a brutalement changé d'échelle. La Paz vient de se doter d'une deuxième banlieue. En lieu et place du plateau désertique El Alto, la Haute. Une deuxième couronne qui domine son centre urbain. La chose ne sera pas sans conséquences. C'est le pays tout entier qui marche désormais vers un basculement majeur de son histoire. On est matinal à El Alto. La situation est la même que dans toute mégapole du monde. On doit prendre de l'avance sur le centre urbain si l'on veut être à l'heure. La majorité des habitants de la banlieue haute vont gagner leur pain au centre-ville, c'est-à-dire en bas. Toujours pas de RER, évidemment, mais un balai survolté de minibus qu'il ne faut surtout pas rater. Une contrainte qui épuise les banlieusards avant même que la journée de travail n'ait commencé. Quelque part dans ce capharnaüm, Javier, l'étudiant en 3e cycle de géographie, a donné rendez-vous. Il habite El Alto, mais ses horaires d'universitaire le contraignent moins que le reste de la population. Généralement, dans la ville de La Paz, on n'occupe pas seulement le trottoir, mais aussi les voies pour les véhicules. Alors c'est dur de marcher. Il faut marcher dans la rue ou sur les voies avec les voitures. Par exemple, le feu passe au rouge et ni les minibus ni personne ne le respecte. Pour quelqu'un qui n'a pas de moyens de transport privé et qui utilise les transports publics, c'est difficile d'avoir accès au centre de La Paz. La seule option pour descendre à La Paz, c'est la voie que doivent prendre les minibus. Ces minibus sont surchargés, sans compter les camions-citernes qui fournissent la ville en produits de première nécessité. Camiones de gasolina, camiones cisternas que proveen de productos básicos a la ciudad. Entonces es una situación difícil, pérdidas económicas. C'est une situation difficile. Perte économique, perte de temps, chaos dans la circulation, insécurité avec beaucoup d'accidents. Et le problème ne cesse d'augmenter. Certains événements peuvent bloquer le carrefour et ni La Paz ni El Alto n'y sont préparés. Situation étrange que celle d'une énorme banlieue dont l'unique voie d'accès à son centre urbain passe par un carrefour. Qu'adviendrait-il si des événements comme le laisse entendre Javier venaient à le bloquer? Des événements sociaux, par exemple? Car les inégalités sont criantes entre La Paz et El Alto. Le blocage des trains de banlieue n'est-il pas une stratégie syndicale assez classique dans nos villes en cas de conflit social? Parions que ce carrefour ne tarderait pas à peser lourdement sur la ville tout entière. À suivre. El Alto, qui est une ville relativement récente, 1985, supporte tout ceci. Elle héberge toute cette population. C'est toute cette charge de population qui se déverse au cœur de ce qui s'est transformé en une immense métropole. Et ici, on voit la limite de la municipalité. Politiquement, la limite, c'est le dénivelé. La Paz se trouve en dessous, El Alto se trouve au-dessus, derrière la crête. Aujourd'hui, El Alto a une identité propre. Par exemple, avant, les personnes de La Paz s'appelaient Paseños. Et El Alto était un quartier de La Paz. Mais maintenant, El Alto a tellement grandi que nous nous appelons les Alteños. Je suis moi-même un Alteño. La population d'El Alto, c'est l'intégration et l'union de tous les Boliviens, spécialement des personnes modestes. D'El Alto, ils descendent travailler en ville, parce qu'un travailleur pauvre ne peut pas se loger à La Paz. El Alto, c'est un échange permanent, un tremplin d'où les gens se préparent, s'organisent pour se lancer à l'assaut de La Paz. Une rue tranquille du centre d'El Alto où réside désormais la classe moyenne. Ici habite la famille d'Humberto, chauffeur de taxi. Un Aymara des hauts plateaux, qui s'est établi ici avec sa femme Flora lors des premières vagues d'immigration. Ils ont fait du chemin depuis, eux et leurs 2 enfants, même si le quotidien reste assez rustique. À El Alto, on n'est pas douillet.
Je travaille du lundi au samedi seulement, parce que le dimanche, il faut se consacrer aux enfants, veiller aux affaires courantes, se laver. Alors, du lundi au samedi, je fais le taxi. Avant, on n'avait pas l'eau chaude, il fallait qu'on se lave à l'eau froide. Maintenant, au moins une fois par semaine, nous pouvons nous doucher à l'eau chaude. Sinon, le matin, normalement, on se douche à l'eau froide. Depuis tout petit, on a pris l'habitude de vivre en altitude. Ici, on ne ressent presque pas le froid, même sans chauffage. On se couvre un peu plus et on part travailler. La fille d'Umberto est inscrite à l'université. Elle bénéficie du taxi de papa, ce qui lui épargne la peine des transports en commun. Umberto met de l'énergie pour que la génération suivante fasse un vrai pas vers l'avant. Tu devrais surveiller ton frère, il faut qu'il étudie. Oui, il va bientôt finir. Il faut qu'il s'applique parce que la fin des cours approche et qu'il faut faire attention aux examens, aux notes surtout. On a tous des obligations, surtout moi en tant que père. Je travaille et vous, vous étudiez. Si je ne travaille pas, comment vous allez faire pour vos études ? Ce soir, si j'arrive pas pour le dîner, manger. Je vais travailler un peu plus parce que il n'y a pas beaucoup de clients. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je vais aller à La Paz parce que je voudrais devenir ministre ». Les gens ont en tête cette blague. « Papa, je veux aller à La Paz parce que je veux devenir ministre ». Et à ce moment-là, le père fait des sacrifices et envoie son fils ici pour faire ses études. Certains garçons ont donné de bons résultats. C'est incroyable. Mais les jeunes d'El Alto peuvent se contenter d'une ration journalière d'alimentation. Mais ils ne manqueront pas l'école. Dans la soirée, il n'y a peut-être rien à manger à la maison, mais ils sont en train de faire leurs devoirs. Ils sont avides d'apprendre et de devenir quelqu'un. El Alto est un peuple de guerriers par excellence, il faut le savoir. El Alto est un peuple de sacrifiés, un peuple qui endure la faim et qui lutte. Un peuple qui endure le soleil, qui endure la pluie et qui accomplit sa mission. Un peuple de sacrifiés, dit Don Jaime, qui endure le soleil, le froid, la pluie et l'altitude. Des guerriers avec lesquels il va désormais falloir compter. Ces jeunes se dépensent à plus de 4000 mètres d'altitude. Une génération de footballeurs redoutés a d'ailleurs émergé d'El Alto. Pour l'anecdote, les Brésiliens refusent désormais de venir jouer à La Paz. Ils ont perdu à cause de l'altitude, disent-ils. Sans même parler de l'Argentine qui vient d'encaisser 6-1. Je suis de La Paz. Je suis médecin spécialisé dans la problématique de l'altitude, et plus spécialement du sport en altitude. Et je peux vous dire que l'altitude ne tue pas et ne fait pas de mal. Le Brésil ne veut plus venir ici car il a été vaincu une année. Donc il se sent blessé. Ici, le Brésil a perdu son invincibilité pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et cette plaie n'est pas encore cicatrisée pour le Brésil. Ils ont beaucoup d'influence sur la FIFA, vu leur pouvoir économique et leur potentiel footballistique. Ils veulent qu'elle mette son veto sur le stade parce que le Brésil n'a jamais perdu dans les éliminatoires, sauf ici en Bolivie. Comme tous les pays du monde, le Brésil profite des villes où la température est très élevée. Il joue. La Colombie, c'est pareil. Elle joue des matchs à Barranquilla, qui est une ville où la chaleur est extrême. Chaque fédération et chaque association, dans son pays, profite des conditions naturelles qu'il possède. Il existe une sorte d'inadaptation à l'altitude, ce qui peut être maîtrisé facilement. Quoi qu'on en dise, physiologie et génétique semblent favoriser ceux d'El Alto. La chose laisse aujourd'hui peu de doute.
À l'évidence, ce territoire suburbain leur était destiné. Après la grande crise, la conversion économique de la Bolivie s'est largement appuyée sur les capacités d'adaptation culturelle, mais également génétique des populations indigènes. L'expansion de la Paz repose en partie sur l'exception physiologique de ces groupes humains. Faut-il le dire, la diversité génétique est un atout pour la mondialisation. La diversité génétique aidée par la coca. La coca régule la physiologie de l'altitude depuis des milliers d'années sur les hauts plateaux. C'est un produit de première nécessité, au même titre que l'eau, le sucre et le sel. Ces ouvriers du bâtiment continuent d'étendre el alto en ruminant la feuille sacrée. Ils en mâchent du matin au soir, font des pauses autour d'un tas de feuilles comme autour d'une chaleureuse bouteille de rouge. Ils disent volontiers devoir à la coca d'avoir pu empiler chaque brique del alto, d'avoir pu lever chaque sac de ciment. Reste juste à savoir si ça donne bon caractère. Agacement légitime face à une caméra. Alors qu'El Alto ne cesse de s'étendre, le gouvernement à tendance néocoloniale qui présidait au destin de la Bolivie jusqu'à récemment n'a pris en compte aucune des attentes de sa nouvelle population. Les inégalités économiques et sociales entre La Paz et sa grande banlieue ne se sont jamais résorbées. Qui plus est, une inflation galopante précarise ceux d'en haut comme une maladie chronique. Humberto peine à trouver des clients. Bonjour, je vous dépose où? Je voudrais aller à la place du 16 juillet. Oui. Ça fait combien? 15 bolivianos. Pourriez-vous me faire un prix? À 12 de trajet, ça vous convient? Faites un prix à 10. Ok, c'est bon. Marché conclu? Entrez. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes pressé? Oui, je voudrais arriver très vite pour préparer à manger. Alors je vais prendre un itinéraire où il n'y a pas de bouchon. Ah, s'il vous plaît, oui, merci. Tout a augmenté. La nourriture, les légumes. Les produits de première nécessité. Oui, les produits de première nécessité. On n'arrive plus à les acheter. J'espère que comme le prix du poulet a baissé, le prix des légumes aussi. Pourvu que les prix baissent, parce qu'on est tous touchés. Et pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, pour le petit déjeuner, le pain a augmenté aussi. Alors comment ils font? Je pense qu'ils doivent couper le pain en deux maintenant. Avant, on achetait 10 pains. Maintenant, seulement 8 pour le même prix. On en mange moins. Oui, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut qu'on travaille. Moi aussi, je travaille tous les jours avec mon taxi. C'est comme ça que je me bats. Oui, le salaire part dans le loyer, la nourriture et les charges. L'eau, l'électricité. Et bon, maintenant, l'eau a augmenté et on ne voit pas d'amélioration dans le service. Et pour l'électricité, c'est la même chose. Les prix sont toujours à la hausse. Alors il faut faire attention à l'électricité, à l'eau. Et le gaz a beaucoup augmenté en novembre. On a beaucoup souffert à cause du gaz. Le service ne fonctionnait pas, on a dû se lever à 4 heures du matin pour aller trouver une bonbonne. Non seulement El Alto voit passer sous son nez des hectolitres de gaz bolivien sans en percevoir le moindre dividende, mais elle se bat quotidiennement pour s'en procurer, généralement en contrebande, tant le prix du gaz national est exorbitant pour ses habitants. D'El Alto la fière s'élève une plainte qui pourrait bien tourner à la colère. Il y en a qui retirent les bénéfices et nous, on souffre. Il faut seulement continuer à se battre. On va s'en sortir. On n'est plus très loin. Merci beaucoup. Una crema le sale 10 bolivianos. A este poquito le echamos unas goticas de leche o yogur. ¿Por qué leche o yogur? El yogur tiene muchas vitaminas que nos ayudan a nutrir la piel. Una noche sí, una noche no. ¿Por qué no todas las noches? Porque en la cara tenemos unos huequitos que se llaman
poros, ¿verdad? Puede mirar sin ningún compromiso, le puede mirar si tiene químico, nada de eso. ¿Para qué se le muele ahí? Para que miremos que el producto es purito, es natural. Il y a des remèdes pour la toux? Oui, Lequel c'est? avec du guéra. Comment on le prend? 2 fois par jour. Alors donne-moi un petit peu de guira pour 3 pesitos. Tiens, en voilà pour 2 pesitos. Je peux plus acheter les médicaments. Je dois acheter des produits comme ça. Il faut le prendre 2 fois par jour? Oui, c'est ça. 2 fois par jour. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Malgré les difficultés croissantes, Umberto ne se départ pas de son sourire communicatif. Il s'adapte, complète ses revenus en effectuant des livraisons, du petit mobilier pour le compte de clients dotés de quelques moyens et qui ne possèdent pas de véhicule. Umberto doit livrer son matelas dans un quartier excentré, réputé pour n'être pas très sûr. Comme l'inflation, l'insécurité et le crime ont également beaucoup progressé à El Alto. Comme il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de voleurs. On ne peut pas laisser la maison sans surveillance très longtemps. Et c'est dangereux de sortir seul. Des voleurs venaient pour cambrioler les maisons, des malfaiteurs attaquaient, et pour éviter ce problème, on m'a suspendu des épouvantails. Mais c'est simplement pour qu'ils aient un peu peur. Quand on est à El Alto et qu'on se balade entre les ruelles, chacune d'entre elles est une communauté. C'est une grande maison où tout le monde habite. Ils se connaissent tous et tous reconnaissent les niveaux d'autorité. Bien sûr, la sécurité civile n'est pas une garantie pour toute la population d'El Alto. Les effectifs de la sécurité civile et de la police ne peuvent pas suivre une telle croissance de population. Alors la sécurité civile naît de l'organisation de la communauté. Ils accrochent à chaque poteau un avertissement. Ils pendent un épouvantail qui signifie « Si tu viens voler ici, que tu te comportes mal, voici ta sentence. Nous allons te pendre. » El Alto a longtemps été perçu comme une Cendrillon. Pendant que La Paz luttait, personne ne prêtait attention à El Alto. Mais les habitants d'El Alto n'exigent pas de merveille. Ils veulent vivre bien, en harmonie et en solidarité, dans une certaine égalité, sans différence. Faut-il être excédé pour en venir au lynchage? Car il y en a eu. En place publique, sans la moindre intervention policière. Quel gouvernement peut bien laisser faire ça? Le schéma habituel. Une ressource nationale exploitée par des compagnies étrangères et assortie d'une corruption au plus haut niveau. Un déficit public abyssal, supporté par des hausses continuelles d'impôts. Un désintérêt total de la chose publique. Et si certains n'ont plus la force de réagir, la patience des guerriers d'El Alto a des limites. Un beau matin de février 2003, une sourde clameur s'élève de La Paz. El Alto descend de sa plaine en réponse à une énième hausse d'impôts. Étudiants, fonctionnaires, petits entrepreneurs du centre-ville emboîtent le pas. En conséquence de cette politique néocoloniale menée par le gouvernement de Goni Sanchez, le peuple a commencé à se dire
On donne tout aux entreprises privées. On donne tout à la Repsol. Tout s'arrange à coup de contrat. Et nous, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Alors on s'est dit, il faut casser ce système. Au long de la route qui mène à la haute banlieue, les tags encouragent un certain Evo. Evo adelante. En avant, Evo Morales. El Alto fera sa révolution. Rendra coûte que coûte sa dignité à La Paz et à la Bolivie. Question de stratégie, d'organisation. Une idée à germer, digne du meilleur western. Nous sommes conscients qu'El Alto se trouve dans une position stratégique. Elle domine tous les accès de La Paz. La Paz s'est rendu compte que c'était un danger, une menace. Je crois que les habitants d'El Alto ont beaucoup plus de poids que ceux de La Paz. Ça a eu lieu en 2003, pendant la guerre du gaz. Les accès principaux ont été bloqués et ils sont essentiels pour communiquer non seulement avec El Alto, mais aussi avec le reste du pays. La Paz s'est asphyxiée, privée de nourriture, privée des médicaments acheminés par camion. Privée de ressources, La Paz s'est effondrée. Beaucoup de gens n'avaient rien à manger, aucune possibilité pour survivre. Toute classe sociale confondue, la ville entière a implosé. El Alto met La Paz en état de siège en bloquant son fameux carrefour, le seul accès au centre-ville. L'armée riposte immédiatement avec des moyens à la mesure de ses peurs, chars, hélicoptères. Une banlieue vient de déclarer la guerre à son centre urbain et tente de libérer le pays d'un gouvernement qui spolie son peuple depuis 50 ans. La belle histoire. Si el pueblo pide guerra civil, lo vamos a hacer. Porque basta de mentiras. Y voy a decir una cosa bien clara, hay mucha gente que está anunciando guerra civil, no va a haber guerra civil. La decisión de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro era llegar aquí a la ciudad de La Paz para pedir la renuncia de Gon. Le peuple n'accepte plus aucun mensonge. Il n'y a plus de démagogie. Il y a un peuple conscient, un peuple qui sait ce qu'il veut et à quoi il peut prétendre. Il a donné sa vie en sachant qu'il n'avait même pas une pierre pour se défendre. Mais il a fait la révolution d'octobre pour le changement dont il avait besoin et qu'il appelait de ses vœux. Peu importe la mort, nous serons des millions. Le premier jour, ils étaient 1000. Le lendemain, 10 000. Le flot ne cessait d'augmenter. Et ces messieurs de l'armée se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas combattre une telle marée humaine. C'est pour cette raison que les autorités militaires ont répondu au gouvernement « Nous ne pouvons pas tuer le peuple. Nous ne pouvons pas. » L'armée a donc arrêté Goni. Mais il continuait de dire « Exécutez les ordres, exécutez les ordres. » Ce à quoi l'armée répondait « Nous ne pouvons pas tuer le peuple. » El Alto gagne sa guerre. Evo Morales, un Indien syndicaliste cultivateur de coca, est porté au pouvoir et avec lui, la promesse d'une égalité entre les ethnies, d'un partage enfin équitable des ressources de la Bolivie. 20 ans après sa création du néant, El Alto, la banlieue de tous les extrêmes, vient de rendre la Bolivie aux Boliviens. Cadeau de l'histoire, Evo Morales, à peine installé dans le siège du gouverneur, fait une annonce à son peuple. 15 000 kilomètres de plaine salée, stérile jusqu'ici, regorge d'un élément chimique extrêmement rare sur la planète et dont le cours va exploser dans les années qui viennent. Le lithium. Le lithium entre dans la fabrication des piles à haute capacité qui fourniront l'énergie aux voitures électriques de demain. La Bolivie sera le premier producteur mondial de lithium. De quoi assurer son avenir. 5 siècles après les conquistadors, un nouvel Eldorado. Socios, bienvenidos. El Estado boliviano no solamente va a tener el control absoluto del litio,
Si no, por lo menos, quienes quieren invertir deben estar seguros que el Estado tendrá un control de un 60%. Evo Morales propose un deal équitable au peuple bolivien. Rendre d'abord à ceux qui ont tant manqué, ceux d'en haut. La Bolivie leur doit sa liberté nouvelle. Maintenant, c'est tout l'inverse. Il faut d'abord répondre aux besoins d'El Alto parce que c'est là-bas que se situe la majorité. Là-bas que se trouve le peuple aymara, le peuple bolivien dans son ensemble. Avec l'arrivée au pouvoir du camarade Evo Morales, ça a été la révolution totale et le changement. Les valeurs des peuples autochtones sont redécouvertes et se fortifient. Et pas à pas, comme l'a déjà dit Don Evo, nous avançons lentement, mais sûrement. Là où El Alto se dissout dans la plaine vierge, là où tout a commencé 25 ans plus tôt, quand la Bolivie, terrassée par la crise, se précipitait pour fonder la plus haute banlieue du monde. Un tout jeune flic, fonctionnaire d'un tout jeune État, sa femme et son fils. Ils viennent du cœur de La Paz obtenir du chaman les meilleurs auspices pour leur famille et une voiture flambant neuve. Il y a 5 siècles, Mendoza débarquait ici par la même route. Il amenait par la force l'espagnol et le catholicisme, repartait avec de l'or et fondait sa ville, La Paz, la ville la plus haute du monde moderne. Il initiait la mondialisation et sa déconcertante diversité urbaine. Cinq siècles plus tard, Mendoza remet finalement les clés de sa ville à 2 millions de Boliviens. Un minuscule fragment d'histoire a fini par les réunir au hasard d'un carrefour de banlieue.